Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et en ce lundi 5 décembre, on est avec Jeanne Gazagnon, Head of Product chez Lydia. Salut Jeanne, comment ça va ? Très bien, et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, avec plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Jeanne Gazagnon, j'ai 25 ans et je suis Head of Product chez Lydia, en particulier sur la partie compte courant. Après ça, je pense qu'on va en parler un peu plus largement, donc je m'arrêterai là pour l'intro. Ok, et comment est-ce que tu as découvert le monde du produit et qu'est-ce qui t'a poussé à y faire carrière ? J'ai découvert le monde du produit parce que mon mari avait fait un stage dans une entreprise à l'étranger. Lui, il était en data science, mais il y avait un département produit. Du coup, il m'avait un peu expliqué comment ça marchait. Et moi, quand j'ai cherché mon premier stage, ce que j'arrivais à formuler, en gros, c'est que j'avais envie d'être un peu CEO, mais sans lancer ma boîte pour autant. Et en fait, quand lui, il m'a raconté ce que c'était l'équipe produit dans cette entreprise, ça m'a donné énormément envie. Et donc, j'ai cherché un stage en produit et j'ai trouvé un stage en tant que stagiaire d'une équipe où il y avait une seule PM chez Skello, qui s'appelle Ariane Coulon, si elle nous écoute. Et du coup, ça a été mon introduction au monde du produit. J'ai tout découvert avec elle. Donc, on était juste à deux. Donc, j'ai à peu près tout fait, le design, le go-to-market, etc. Et ça m'a permis de découvrir ce produit, de découvrir ce métier, pardon, et de trouver que c'était une sorte de vocation, on va dire. Et aujourd'hui, du coup, tu es Head of Product chez Lydia. Comment est-ce que tu es arrivé chez Lydia et pourquoi ? Et aussi, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites et quelle est votre mission et vision ? Tout à fait. Je suis arrivée un petit peu par hasard chez Lydia. En dernière année d'école, j'avais l'opportunité de faire un master qui se faisait en alternance. Et comme moi, j'étais du coup depuis mon premier stage passionnée de produits et convaincue que je voulais travailler là-dedans, j'ai saisi cette opportunité pour juste avoir un an de plus à faire du produit. Par un ami, j'ai été mis en contact avec Lydia. J'ai réussi à les convaincre de me prendre, même si c'était une alternance et que j'avais pas forcément beaucoup d'expérience. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée initialement. Et donc, Lydia, si jamais certains ne connaissent pas encore, Lydia, c'est un service de paiement, globalement, qui a commencé en simplifiant le paiement entre amis, donc en permettant à toi et moi de se rembourser simplement avec un numéro de téléphone et de façon instantanée, ce qui était à l'époque un tremblement de terre par rapport au virement bancaire classique ou encore au cash. Et depuis 11 ans maintenant, Lydia a développé tout un tas d'autres fonctionnalités qui permettent à chaque fois de simplifier un autre usage. Donc simplifier l'usage de dépenses à plusieurs avec des comptes partagés, simplifier l'usage de collecter de l'argent pour un anniversaire avec des cagnottes, etc. Et du coup, comment s'organise le produit chez Lydia ? Alors, comment s'organise le produit chez Lydia ? Donc, on a un département qui est relativement restreint. On est à peu près 250 dans l'entreprise et seulement une grosse dizaine côté produit, avec moitié product designer et moitié product owner. Voilà. Je sais pas trop ce que tu veux que je te dise sur ce point, si tu avais des choses en tête. Non, mais par exemple, toi, ton quotidien en tant que Head of Product ? Donc moi, comme je te disais, je suis particulièrement sur la partie compte courant. C'est vraiment notre objectif principal. On a aussi des initiatives côté crédit et investissement. Et sur la partie compte courant, on a donc une équipe de 4 personnes qui sont chacune sur un périmètre et que moi, je vais accompagner pour définir la vision stratégique plus globale, m'assurer que toutes leurs initiatives sont cohérentes avec cette vision et aussi challenger au quotidien les améliorations qu'ils décident de mener, les décisions de produits, la priorisation, etc. D'accord. Lydia avait annoncé après sa levée de fonds en 2020 vouloir devenir une super app et aujourd'hui se présente comme l'app bancaire ultime. Pour moi, il y a un truc qui me passionne au sujet des super apps, c'est que d'un côté, ça semble évident de vouloir unifier l'expérience utilisateur et d'avoir plein de données pour lui fournir une expérience incroyable, mais il y a aussi le risque de vouloir faire trop de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et d'avoir trop de features et de perdre d'utilisateurs. Comment est-ce que du coup vous gérez cette ambition ? Est-ce que c'est toujours vos objectifs aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça implique au niveau des features et de l'UX ? Ouais, c'est une super question, c'est très important parce que donc en fait c'est moi quand je suis arrivée en 2020, Lydia affichait vraiment publiquement cette volonté d'être une super app financière parce qu'il y avait le paiement entre amis, les cagnottes, les comptes partagés, une carte bleue pour avoir son compte courant, donc vraiment
beaucoup de briques pour être une unique application depuis laquelle tu arrives à plein de services. Ça faisait aussi écho au fait que Lydia s'était posé la question, est-ce qu'il faudrait scinder notre application entre une application de paiement entre amis et une application de cagnotte et une application de compte courant. Euh, et finalement, on a décidé de tout garder en une application. Donc il y avait cette volonté d'être une super app, de tout rassembler au même endroit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose dont on a décidé de s'éloigner plus récemment. Euh, alors, je pense que c'est assez spécifique quand même à notre secteur d'activité, qui est l'argent, sur lequel il y a un vrai sujet de cohérence. C'est pas parce que mon application bancaire permet d'envoyer des messages vocaux que je vais le faire forcément, tu vois, pour ce côté super app. Donc, je pense que sur le sujet, enfin, sur les sujets d'argent en tout cas, il y avait un enjeu supplémentaire à faire une super app, et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté quand on a lancé la feature d'investissement. Parce qu'on a du coup des gens qui sont venus sur cette super app entre guillemets dans l'objectif premier de faire de l'investissement et de découvrir cette feature qui permettait de démocratiser l'investissement, investir des 1 euro, etc. Mais qui en fait n'ont pas forcément été convertis dans le produit aux autres usages. Donc en fait, ils sont venus sur une super app, mais ils n'utilisaient qu'un service. Là où on a aussi aujourd'hui des gens qui viennent sur Lydia, mais qui n'utilisent que le paiement entre amis. Et donc en fait, on a, je pense, pas réussi, et je pense que c'est en partie lié enfin, à un manque de maturité du marché français, européen, vis-à-vis des super apps. On n'a pas réussi à créer une application dans laquelle, à chaque fois que je rajoute une brique qui pourrait être une application, donc à chaque fois que je rajoute un élément de valeur dans cette super app, mes utilisateurs vont le découvrir spontanément et adhérer. Je pense que ça tient à plein de choses, hein. Je pense qu'il y a j'ai mes habitudes ailleurs, ou il y a un enjeu de confiance aussi, on pourra en parler plus tard de ah bah moi je vous vois pour cet usage, mais j'ai plus de mal à me projeter avec vous pour un autre usage parce que ma confiance elle n'est pas totalement gagnée. Voilà, j'ai parlé dans tous les sens, mais on a voulu être une super app et on en est un petit peu revenu parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas simple, c'était pas une promesse qui parlait aux gens, c'était pas forcément un terme qui parlait aux gens, euh, et qu'en fait construire une proposition de valeur claire, lisible, qui pose un cadre, c'était bien plus pertinent pour permettre aux gens de s'approprier notre produit, quitte à ce qu'ils n'utilisent pas tout ou que tout ou partie à la fin. D'accord. Et du coup, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs portes d'entrée finalement pour commencer à utiliser Lydia. Mais au final, il y a quand même cette image de l'app de paiement entre amis qui reste quand même extrêmement collée à Lydia. Enfin, même le terme on se fait un Lydia, c'est presque rentré Ouais, dans l'usage commun. complètement. Comment est-ce que du coup on gère le développement du produit pour à la fois garder les utilisateurs qui sont là pour ça, ne pas les perdre, et pour autant s'en éloigner, parce qu'au final, cette feature-là, c'est une feature qui est importante parce qu'elle fait partie de l'histoire de Lydia, mais qui au final est gratuite, donc c'est pas avec ça qu'on gagne non plus de l'argent, quoi. Exactement, tu mets le doigt sur notre challenge principal. Donc ça, c'est vraiment le sujet qui nous habite au quotidien. Comme je te disais, nous, on pense vraiment compte courant. Donc notre objectif, c'est augmenter au maximum le nombre de personnes qui utilisent Lydia comme compte de dépenses au quotidien. Euh, et donc ça nous fait faire des choix assez forts. Ça nous met dans des situations qui peuvent être un peu difficiles parce qu'on peut être tenté de se dire bah voilà, nos utilisateurs qui payent Lydia Bleu et qui sont vraiment dans cet usage de compte principal, euh, on va orienter tout notre développement de features et on va prioriser toutes nos améliorations en fonction de leur usage à eux parce qu'on veut absolument les chouchouter. Sauf que si on fait ça, la difficulté c'est que côté entrant, enfin côté acquisition, on n'a pas dit aux utilisateurs qui nous utilisent que pour le paiement entre amis, bah, pourquoi est-ce que tu devrais passer à Lydia Bleu? Voilà, c'est super, rejoins-nous. Et donc, en fait, on risque de casser complètement notre canal d'acquisition qui est le paiement entre amis, qui le reste de façon hyper intense. Et donc, on est obligé de combiner avec ces deux objectifs. Notre objectif, pour le résumer, c'est devenir le compte courant de un maximum de Français, mais sans casser cette porte d'entrée extrêmement puissante et quasi gratuite qu'est le paiement entre amis. Et ça nous permet aussi de raconter une histoire qui est un peu particulière aux utilisateurs, c'est-à-dire que ceux qui viennent pour le paiement entre amis, ils connaissent Lydia pour la simplicité, mais aussi la dimension sociale. Et ça, c'est un point hyper important qui va se retrouver dans l'ADN de Lydia sur quasiment toutes les features. Tu vois, je parlais du trading. Bah, tu as une feature liée à du social trading où je vais pouvoir partager mon portefeuille, permettre à mes amis de voir comment j'investis concrètement. Cette dimension sociale, je la retrouve sur les cagnottes, bien sûr, sur les comptes partagés. Et donc, l'utilisateur qui est venu pour le paiement entre amis parce qu'il veut de la simplicité et du social, nous, notre vraie mission produit, mais qui est du coup un vrai challenge, comme tu le soulignais, c'est d'arriver à le convertir à nos autres usages, qui sont eux aussi des choses qui vont simplifier
une difficulté financière et ajouter un côté social. Et progressivement, avec les cagnottes, puis le compte partage, puis le compte courant, puis le trading, etc., arriver à l'avoir complètement engagé sur tous nos produits. Le côté social, c'est un truc qui est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une barrière de génération. Enfin, j'ai l'impression que la Gen Z est très à vouloir presque limite un réseau social de ses paiements avec des petits gifs, des petites images et tout. Et j'ai l'impression que sur une cible un peu plus âgée, au contraire, enfin le paiement, ça reste quelque chose qui est très personnel, très privé. Comment est-ce que du coup vous arrivez à allier les deux en fait? Ouais, c'est une super question et c'est un point qui a été, enfin là je vais juste répéter des choses qui ont déjà été dites, mais c'est un point qui est présent dans la réflexion chez Lydia depuis le début. On l'a vu avec Pumpkin, Lydia et Pumpkin, donc, qui étaient les concurrents historiques sur le paiement entre amis, ont vraiment pris des trajectoires très différentes, où Pumpkin a conçu toute l'interface et toutes les features de sorte à parler à une génération en gros du 18-25 ans, donc vraiment quelque chose de très jeune, avec une identité visuelle qui est cohérente, avec des features qui vont parler spécifiquement à ça, du cashback dans le bar du coin, etc. Là où Lydia a toujours voulu, dans les features et dans l'interface, être vraiment quelque chose d'universel. L'objectif, c'est que mon cousin de 15 ans trouve ça cool et trop hâte d'avoir 18 ans pour avoir son compte Lydia, mais que ma maman de 65 ans ferait aussi l'utiliser. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à créer du simple, créer du social, créer du cool, mais avant tout une valeur très tangible. Euh, Après, ce qu'on verra, c'est que peut-être qu'un utilisateur de 19 ou 20 ans retiendra que Lydia c'est génial parce qu'il a pu mettre des photos sur ses comptes, qu'il peut envoyer des photos quand il envoie de l'argent à ses potes, là où un utilisateur de 35 ans va retenir que Lydia ça lui a changé la vie parce que avant il avait pas de compte joint, il avait un tripont avec sa copine pour gérer les dépenses du couple, c'était vraiment pas pratique. Et maintenant avec sa carte Lydia, il dépense directement depuis son compte commun et ça lui a vraiment changé la vie. Donc eux, ils vont avoir chacun un écho différent, mais il y aura toujours cet ADN global de simplicité, de cool, de social, euh, mais suffisamment universel pour que ça parle à tout le monde et qu'il n'y ait pas une barrière générationnelle justement. Ok, j'ai une dernière question pour cette partie d'introduction. Donc du coup, tu parlais de Pumpkin qui a fermé. Il y a Omax aussi qui a annoncé sa fermeture. L'offre bancaire, au final, elle est de plus en plus grande. Les GAFA rentrent sur le marché. Comment est-ce que vous faites du coup pour rester différent? Quelle importance vous attachez à la concurrence? Et aussi, enfin, récemment, je suis été en Italie et il y a Satispay qui pour moi est un peu le Lydia italien, mais qui lui met un accent énorme sur tout ce qui est paiement en magasin. Et j'ai l'impression que c'est aussi un domaine dans lequel Lydia est repartie finalement. Du coup, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la concurrence et comment vous restez différent? Ouais, c'est une question très importante. Déjà, je pense qu'on est sur un marché sur lequel il y a de la place pour beaucoup d'acteurs. Au niveau, enfin, juste des banques traditionnelles, il y a au moins une quinzaine de banques qui existent et certes, ça reste pour elles important de gagner des parts de marché, mais disons qu'on n'est pas sur un marché winner takes all, il y aura un seul acteur et les autres mourront tôt ou tard. Donc il y a de la place pour plusieurs services. Et je pense que la diversité des services, parce que chaque concurrent a son point d'entrée un peu particulier sur le sujet, montre qu'il y a encore énormément de besoins auxquels on ne répond pas, ou encore pas assez bien. Quand je dis on, c'est vraiment collectivement tous ces acteurs fintech. Euh, Après, pour moi, il y a un sujet qui est très intéressant chez Lydia pour te répondre, c'est que comme on a commencé sur le paiement entre amis, qu'on a élargi avec les cagnottes et qu'ensuite on a développé d'autres usages jusqu'à permettre, enfin, à moi tout simplement d'utiliser Lydia comme compte principal pour gérer absolument toutes les dépenses. En fait, on peut se situer sur plein de terrains concurrentiels différents. Je peux considérer que mon concurrent c'est Pumpkin et du coup bah, j'ai battu mon concurrent. Je peux considérer que mon concurrent, c'est la Banque Postale, la BNP, HSBC, etc. Et dans ce cas-là, bah, comment est-ce que je me situe vis-à-vis d'eux? C'est quoi mes arguments différenciants, etc. Je peux considérer que mon concurrent, c'est N26 ou Revolut. Et là encore, j'ai d'autres facteurs différenciants qui vont jouer. Est-ce que les gens nous perçoivent de la même manière ou pas? Donc en fait, de par la diversité de nos fonctionnalités et des use cases auxquels on répond, on est en réalité sur des terrains concurrentiels ultra divers. Et bon, ça ne nous simplifie pas la tâche. Mais disons que du coup, ça nous donne, je pense, un regard assez différent parce que on va toujours pouvoir se dire, bah, certes, aujourd'hui, on n'est pas parfait sur tel point, donc on n'est pas parfait vis-à-vis de tel concurrent, mais par contre, sur tel autre secteur, bah, on apporte une valeur là auquel les acteurs en place ne répondent pas, par exemple. On passe maintenant sur la deuxième partie qui concerne ta vision du produit. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui?
Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui se lance en produit aujourd'hui, euh, ce serait de rejoindre une entreprise où il y a très peu de personnes qui travaillent en produit. Enfin, disons que je vais calquer tout simplement l'expérience que moi j'ai vécue, mais que j'ai trouvée vraiment clé dans la découverte de ce métier et dans la sensibilisation que j'ai eue. Trouver une entreprise dans laquelle il y a une ou deux personnes en produit, dans laquelle il y a une vraie volonté de développer une culture produit et tout apprendre à leur contact. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou une erreur qui t'a changé ta façon de voir ou de faire du produit? Ouais, bah alors ça c'est un truc hyper intéressant enfin c'est de la théorie de produit, j'imagine très basique pour tous les gens qui lisent beaucoup de livres. Mais j'étais à une conférence l'autre jour où il y avait Marty Kagan qui faisait un talk et un des points qu'il a souligné, c'est pour faire du produit, on n'a pas besoin d'être l'expert dans son domaine. Et parfois, c'est même mieux de ne pas être l'expert, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir un regard différent sur le sujet. Et je pense que, étant depuis un peu plus de 2 ans chez Lydia, dans une industrie de paiement qui est complexe, etc., on a souvent la tentation, et c'est aussi utile pour notre métier, de rentrer très profondément dans les sujets, de devenir une sorte d'expert, de côtoyer les experts et de tout apprendre d'eux. Et en fait, je trouve que c'est hyper important de se souvenir de ça, de se souvenir qu'il faut aussi qu'on garde une fraîcheur dans le regard, qu'il faut qu'on garde le côté je viens pas du milieu, mais j'ai un besoin en tête et comment est-ce qu'on va faire pour répondre à ce besoin, pour pas s'enfermer dans des dogmes finalement qui pourraient venir d'une connaissance trop poussée du milieu. Et pour toi, qu'est-ce qui fait une bonne équipe produit et un bon head of product? Pour moi, une bonne équipe produit, c'est une équipe dans laquelle on considère qu'il n'y a pas le head of product ou la personne la plus gradée dans la pièce qui détient la vérité. Je pense que c'est hyper important que chacun vienne avec ses arguments, sa vision des choses, parce que il allé parler à des utilisateurs, parce qu'il a analysé de la donnée, et du coup, il s'est forgé une conviction, et il va venir la défendre, et que ce soit un CPO en face de lui ou son collègue PM, ça n'a aucune différence. Je pense que ça, c'est vraiment hyper important en termes d'état d'esprit. Et un bon head of product, du coup, un peu dans la même lignée, je pense, c'est quelqu'un qui arrive à trouver le juste milieu entre définir une stratégie et cascader cette stratégie au niveau du périmètre de chaque PM, enfin lui donner une façon de s'en emparer. Et en même temps, toujours se souvenir que les PM, c'est ceux qui passent le plus de temps au contact du terrain. Et donc, c'est aussi de eux que vont venir les bonnes idées, les vraies frictions qu'il faut résoudre. Donc voilà, trouver cet intermédiaire entre donner une vision à long terme et en même temps être toujours à l'écoute du terrain via son équipe. Et toi, personnellement, est-ce que tu arrives à rester du coup en contact avec le terrain ou ça devient compliqué? Nous, la grande facilité qu'on a chez Lydia, c'est qu'on a quand même presque 7 millions d'utilisateurs. Je suis utilisatrice, mon mari est utilisateur, tous mes amis sont utilisateurs, ma mère est utilisatrice, je le mentionnais, c'était pas une blague. Donc l'avantage, c'est qu'on a vraiment un vivier de feedback en permanence. Mais voilà, moi, il faut que quand même je fasse cet effort de me dire, c'est que mon entourage, là où mon équipe va le faire de façon beaucoup plus structurée, va sélectionner des utilisateurs à interviewer ou analyser selon des critères bien précis. Donc moi, mon feedback, il est toujours, les feedbacks que j'arrive à récolter, si c'est que mon quotidien, bien sûr, c'est à prendre avec un certain nombre de filtres et il faut retirer certains biais avant de les analyser. Et comment est-ce que tu vois, pour finir, le monde du produit évoluer? Je sais pas si ma réponse va être très politiquement correcte. J'allais dire que je m'en fiche un peu. Non, j'avoue que, moi, je suis vraiment passionnée par le produit. Je suis passionnée par le produit chez Lydia. Je pense qu'il y a énormément de problèmes à résoudre. Je suis extrêmement preneuse de tous les retours d'expérience, toutes les méthodologies que des gens ont éprouvées et qui peuvent me servir dans mon sujet à moi au quotidien pour apporter de la valeur. Après, je suis pas beaucoup plus que ça impliquée dans comment le monde du produit évolue. Je pense que juste si des gens intelligents essaient de résoudre des problèmes de fond, le monde du produit avancera naturellement. On passe maintenant à la troisième et dernière partie qui est le sujet ou le thème du jour et tu voulais parler d'un de tes plus gros challenges. Ouais, alors notre plus gros challenge, tu as commencé à l'aborder tout à l'heure quand tu as dit comment est-ce que vous faites en quelques mots pour convertir vos utilisateurs qui viennent du paiement entre amis pour les amener vers cet usage de compte principal qu'on essaye d'avoir. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Comment est-ce qu'on fait pour arbitrer et avoir une stratégie produit en fonction de ça? Et en fait, tout ce que tu as dit, ça met vraiment le doigt sur notre challenge principal, qui n'est pas un challenge produit purement en soi, qui est un challenge de confiance.
C'est-à-dire que Lydia, aujourd'hui, je pense qu'on est perçu de façon relativement légitime comme un acteur différenciant qui a essayé très tôt et qui continue à essayer de simplifier dans les usages avec une interface plus intuitive, plus épurée, etc. Euh, mais si on veut passer de ce paiement entre amis où on va se rembourser 10 euros, 20 euros, 50 euros à un vrai usage où en fait ça ne me choque pas d'avoir un pourcentage élevé de mon revenu mensuel qui est sur Lydia parce que je vais dépenser avec ma carte, parce que je vais investir depuis Lydia, etc. Euh, le chaînon manquant au milieu, c'est vraiment la confiance. C'est-à-dire que nous, nos concurrents, on parlait de la concurrence tout à l'heure, nos vrais concurrents, c'est ceux qui ont des agences bancaires à tous les coins de rue. Et c'est des gens comme BNP. C'est-à-dire que je ne sais pas si toi, tu as en tête un monde dans lequel la BNP n'existe pas. Moi, je n'ai pas ce monde en tête et pour la plupart de nos utilisateurs, ce monde, il n'existe pas. Donc en fait, notre vrai challenge aujourd'hui, c'est dans le produit, euh, dans l'interface, arriver à créer de la confiance, à créer de la réassurance sur le fait que c'est sécurisé, je peux faire ça et en fait, je devrais tenter le pas parce que c'est pas un pari très risqué, parce qu'encore une fois, c'est un acteur sécurisé. Dire qu'on a un acteur régulé, que la Banque de France nous connaît, que la CPR nous connaît, et que tout ça, c'est des choses extrêmement positives et qui doivent, encore une fois, inspirer confiance. Du coup, c'est intéressant parce que c'est pas un challenge tech, mais c'est plus un enjeu business et aussi un enjeu de rapport aux utilisateurs au final. Il y a quand même un challenge tech qui existe, c'est-à-dire que le moindre bug sur une application de paiement, c'est synonyme de confiance perdue. Donc, en ce sens, il y a une pression particulière côté tech pour qu'on, enfin, le fait de faire le bon produit et de le faire bien, il prend tout son sens à ce moment-là. C'est-à-dire que le moindre bug sur un sujet de paiement, c'est une confiance qui est brisée et reconstruire une confiance, c'est encore autre chose. Et à quel point aujourd'hui vous êtes proche du coup de surmonter ce challenge? C'est une vaste question. Je pense que déjà, comme je te le disais, pour la confiance, il y a une grosse composante liée au temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut dire Lydia est un acteur français et régulier depuis plus de 10 ans. C'est déjà pas mal. Mais demain, on pourra dire depuis 50 ans, etc. Et puis demain, on sera dans un monde où, tout comme la BNP, les gens ne se souviendront plus de quand Lydia n'existait pas. En tout cas, j'espère. Donc déjà, il y a une grosse composante de temps. Donc ça, il faut juste prendre notre mal en patience, entre guillemets. Mais pendant que ce temps s'écoule, c'est aussi, comme je te le disais, faire évoluer notre produit, faire évoluer notre interface pour se rapprocher des standards bancaires tout en apportant notre différenciation. L'idée, c'est surtout pas de créer une énième banque qui résout pas de problèmes supplémentaires. Donc je dirais qu'on est au tout début. Ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'avant du produit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter comme mot de la fin? De façon tout à fait objective, moi j'encourage tous les gens qui s'intéressent au produit à avoir un œil particulier sur l'évolution de Lydia parce que en fait on est, je pense, pétri de tellement de contradictions, enfin liées à nos challenges. On a plein de concurrents différents, on essaye d'atteindre un objectif qui est ultra ambitieux et extrêmement difficile à accomplir. On l'a dit notamment pour cet enjeu de confiance. Donc je pense que suivre avec un regard produit comment est-ce qu'on fait évoluer telle ou telle feature, comment est-ce que l'interface va changer, comment est-ce qu'on a décidé de répondre à telle problématique, ça fait des très bons case in point à utiliser. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!